Bonjour aux derniers qui viennent de nous rejoindre. Je pense qu'on peut commencer. Merci de votre présence pour ce premier webinaire d'Optimum Gestion Financière pour 2023. Il portera sur les perspectives et opportunités pour cette nouvelle année. La présentation se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, Martin Delage, chef des placements mondial, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous depuis Montréal, vous détaillera nos perspectives pour l'année à venir. Puis Dora, gestionnaire de portefeuille spécialiste du Canada, mettra en avant les opportunités à saisir dans ce contexte, selon nous. Donc, je vais laisser la parole à Martin euh, pour commencer sur la première partie. Merci Thomas. Bonjour. Donc, écoutez, avant de plonger dans nos perspectives, on va juste regarder, on va faire un bilan de l'année 2022. Comme vous le savez, on a connu quatre grands chocs en 2022. Il y a eu d'abord la guerre en Ukraine, il y a eu la forte hausse du taux d'inflation à travers le monde. On a eu également une remontée importante des taux d'intérêt, très rapide. Et finalement, l'économie chinoise qui tourne au ralenti suite à la politique zéro COVID. Donc, les performances, en fait, reflètent ces quatre grands chocs. Elles sont très, très décevantes, en commençant, par exemple, avec les obligations, donc moins 17,2. Ce sont tous des rendements en euros, calculés en euros. Donc, c'est une année extrêmement difficile. Il faut mentionner également que c'est la deuxième année où on a des rendements négatifs du côté des obligations. Ensuite, les actions aux États-Unis, moins 13,2. Donc, une année également très difficile pour les actions américaines. Principalement, on a vu la correction du secteur de la technologie aux États-Unis. Les actions en Europe, moins 9,5, un peu mieux. Et finalement, les actions canadiennes, le marché canadien qui s'en tire un peu mieux avec moins 7,1. Puis le marché canadien, c'est un marché qui a été favorisé en 2022, surtout, entre autres, par son exposition aux matières premières. Maintenant, notre agenda aujourd'hui, trois grandes questions qu'on se pose pour 2023. Donc, allons-nous éviter une récession? Est-ce que l'inflation va poursuivre son ralentissement? L'automne dernier, on parlait du pic de l'inflation on a fort probablement vu l'été dernier, l'automne dernier. Et finalement, quelle trajectoire pour les politiques monétaires? La première question, allons-nous éviter une récession? En fait, quand on regarde le modèle qui a été développé par la Réserve fédérale de New York, c'est un modèle qui est basé sur la courbe de taux d'intérêt 10 ans moins 3 mois. Bien, la probabilité d'une récession aujourd'hui, elle est tout près de 60 là. Donc, on est à 57 Quand on regarde la ligne rouge, c'est le seuil critique. Lorsqu'on dépasse la ligne rouge, donc le niveau de 30 depuis les années 60, on a toujours une récession qui a suivi dans les les mois suivants. Ceux qui ont l'œil aiguisé ont probablement remarqué qu'en 1966, on a traversé le seuil critique de 30 Cependant, on n'avait pas eu une récession qui a suivi, justement parce qu'à ce moment-là, la Réserve fédérale avait abaissé de façon très importante les taux d'intérêt, ce qui a permis à l'économie américaine d'éviter la récession. C'est toujours possible aujourd'hui de l'éviter. Il faudrait que la Réserve fédérale baisse les taux assez rapidement et très bientôt pour éviter une récession, mais c'est définitivement pas notre scénario de base actuellement. D'autres indicateurs qui pointent également vers une récession aux États-Unis, ce sont les nouvelles commandes. Donc, quand on regarde le secteur manufacturier, de même que le secteur des services, ce qu'on constate, c'est que les nouvelles commandes sont en baisse. Donc, en bas du niveau de 50, là, qui est un niveau en bas de 50, on parle de contraction, mais également aussi la chute de la confiance du consommateur. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu depuis l'automne, depuis l'année dernière. La chute, il y a un petit rebond, mais le rebond est relativement timide. Donc, la confiance des consommateurs aux États-Unis reste relativement basse, de même que celle
des consommateurs en zone euro. Quand on sait, par exemple, qu'aux États-Unis, la consommation représente à peu près les 3/4 du PIB américain, ben, c'est quand même très négatif sur l'économie américaine. Maintenant, un point positif, ben, c'est la résilience du marché du travail. Donc, actuellement, les taux de chômage sont très bas. Le nombre de postes est relativement élevé également, les postes ouverts. Donc, les entreprises ont de la difficulté à combler les besoins de main-d'œuvre. D'ailleurs, en janvier, il y a eu une enquête qui a été menée par la Banque de France et 53% des entreprises françaises citaient des difficultés de recruter. Donc, la conséquence, bien, on le voit, les taux de chômage sont bas. Aux États-Unis, 3,6 %, au Canada, 5,2 et en zone euro, quand même, 6,6 % de taux de chômage, ce qui est quand même historiquement bas. Donc, c'est pourquoi la récession pour nous semble inévitable. Cependant, compte tenu de la résilience du marché du travail, on pense que la récession devrait être modérée. Maintenant, quand on regarde les perspectives, les perspectives récentes du Fonds mondial international, ben, ce qu'on constate, c'est que le FMI, eux autres ne croient pas, en fait, ils ont une croissance positive en 2023 aux États-Unis, donc 1,4 %. On croit que cette prévision est peut-être un peu trop optimiste à 1,4. Maintenant, quand on regarde la zone euro, 0,7, l'Allemagne 0,1 et même le Royaume-Uni, moins 0,6 actuellement. Donc, Royaume-Uni serait en récession en 2023, mais même l'Allemagne et la France, on est quand même tout près du zéro. Donc, on est quand même près de la marge d'erreur à 0,1. Donc, faible croissance en zone euro. Par contre, le point positif, ce qu'on voit, c'est que le FMI pense que la Chine aura une croissance de 5,2 %, donc nettement supérieure, pratiquement le double à la croissance qu'ils ont eue en 2022. Donc, c'est quand même positif et ça devrait également donner un boost ou un élan à l'économie européenne. Maintenant, la deuxième question, est-ce que l'inflation va poursuivre son ralentissement? Bien, quand on regarde les indicateurs, donc par exemple, premièrement, la composition de l'inflation de la zone euro, ce qu'on constate, c'est que ça fait maintenant 4 mois que l'inflation est à la baisse. Oui, effectivement, l'inflation reste relativement élevée à 8,5, mais la composante énergie, là, qui est les bâtonnets bleus, bien, ce qu'on voit, c'est que la composante énergie est de moins en moins importante dans la hausse de l'inflation. Par contre, on sait que les services, les biens alimentaires, les biens industriels ainsi que les biens alimentaires, ben, l'inflation continue d'augmenter. Maintenant, quand on regarde aux États-Unis, l'inflation est en baisse depuis 6 mois maintenant. Et ce qu'on constate, c'est que ce soit aux États-Unis comme en Europe, ben, le pic d'inflation semble passer pour l'énergie, entre autres en Europe pour l'énergie. Mais il faut quand même surveiller l'inflation cœur qui demeure, somme toute, relativement élevée à 5,2 du côté de l'Europe. Maintenant, est-ce que les anticipations, ben en fait, quand on regarde est-ce que les anticipations du marché, quand on regarde, quand par exemple on prend le swap d'inflation 1 an, ben ce qu'on constate, c'est que les intervenants du marché des swaps pensent, en fait, anticipent une baisse de l'inflation au cours de l'année 2023, quand même assez importante, de 2,3 %. Donc, c'est quand même très positif de voir que l'inflation devrait continuer à baisser au cours de 2023. Et finalement, ben, du côté de l'Europe, ça a vraiment été, en fait, la crise énergétique est nettement moins grave qu'anticipé. On se souviendra qu'à l'automne dernier, il y avait plusieurs scénarios extrêmement pessimistes
sur le prix de l'énergie. En fait, on a eu des surprises cet hiver. La température a été nettement meilleure, plus douce qu'anticipée. La consommation ici était moins importante, donc les consommateurs ont fait très attention dans leur consommation. Et finalement, on sait, les stocks de gaz, là, ils sont au maximum. Donc, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Donc, ça a permis quand même, ce qu'on voit sur le graphique, là, on voit le prix du gaz qui s'est envolé de façon spectaculaire, là, très importante, est à la baisse depuis quelques semaines déjà. Donc, c'est très positif. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le prix du gaz demeure malgré tout relativement élevé quand on regarde en Amérique du Nord, où le prix du gaz, la ligne orange, est beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc, c'est un avantage nettement compétitif, en fait, pour l'Amérique du Nord du côté des prix de l'énergie. Donc, la troisième question, en fait, c'est quelle trajectoire pour les politiques monétaires? Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde quelques banques centrales, dont la Banque du Canada ou la Banque d'Angleterre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment plus près de la fin que du début. Donc, la Banque du Canada, lors de sa dernière réunion, a mentionné actuellement, le taux d'escompte est à 4,5 %. Donc, et les intervenants du marché obligataire anticipent à peine une hausse supplémentaire. Donc, la Banque du Canada, qui avait été une des premières à hausser, faut se le rappeler, qui avait été agressive dans les hausses de taux l'été dernier, en fait, est sur pause et attend les effets, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les hausses qu'on a connues en fin d'année 2022, les effets sur l'économie ne sont pas encore, on ne les ressent pas encore, on va les ressentir au cours des prochains mois. Donc, on est vraiment plus près de la fin. Du côté des États-Unis, c'est la même chose aussi. On est possiblement à une hausse de 25 points de base de la fin du cycle de resserrement. Par contre, du côté de l'Europe, il reste encore possiblement entre 50 et 75 points de base de hausse de taux. Évidemment, tout ça va dépendre de l'évolution des chiffres d'inflation au cours des prochains mois, mais on a quand même eu une hausse importante du côté des banques centrales. Donc, c'est positif. On approche de la fin pour les banques centrales. Avec l'Europe qui en a encore un petit peu plus à faire. Évidemment, ils ont commencé un peu plus tard que les autres banques centrales. Donc, nos perspectives en résumé, écoutez, la récession semble inévitable à ce point-ci. L'amplitude, par contre, reste difficile à déterminer. Il y a toujours le marché de l'emploi qui est très serré et ça pourrait limiter la récession en 2023 ou début 2024. L'inflation, la bonne nouvelle, devrait continuer à baisser compte tenu des prix de l'énergie et également des chaînes d'approvisionnement, des coûts d'approvisionnement qui sont à la baisse, entre autres. Et finalement, on peut dire que les banques centrales en Amérique du Nord sont déjà sur pause ou près de la pause. Et c'est très positif, je dirais, pour les marchés, entre autres les marchés obligataires. Je vais laisser Dora nous parler un peu plus là, spécifiquement des actifs. Bonjour à tous. Donc, merci Martin de nous avoir exposé les perspectives de 2023. Maintenant, qu'est-ce qui en est des opportunités en 2023? Tout d'abord, une des opportunités qu'on voit en 2023, c'est les obligations. En effet, si on regarde, en effet, avec la hausse des taux directeurs, avec le retour des taux positifs, notamment en Europe, les obligations sont redevenues attractives. Prenons l'exemple des obligations françaises 10 ans. Dans ce graphique, on voit bien que les obligations françaises 10 ans ont un rendement courant de 2,7 %. C'est un rendement qu'on n'a pas vu depuis presque 10 ans, ou même un peu plus que 10 ans.
Donc, pendant les 10 dernières années, le rendement des obligations françaises 10 ans était entre 1 et 0%. On a même touché des taux négatifs. Donc aujourd'hui, certes que les obligations donnent un rendement beaucoup plus attrayant que ce qu'on a vécu les 10 dernières années. Déjà, juste pour vous donner un exemple, chez Optimum, nous avons un fonds obligataire Optimum Obligations européennes. Il donne un rendement aujourd'hui de 3,2%. Si on le compare en 2019, il donnait un rendement courant moyen de 0%. Donc, certes que les obligations sont redevenues beaucoup plus attractives dans un portefeuille global des investisseurs. Et cette attractivité de point de vue rendement vient aussi par le fait que les obligations transigent à des niveaux ou à des valorisations attrayantes. Si on regarde dans le graphique à droite, ça c'est l'indice Bloomberg, c'est des obligations européennes. Donc, la valorisation de cet indice, il est à un niveau similaire à en 2014. Donc, l'indice, il a effacé la performance de presque 10 ans. Donc, aujourd'hui, c'est un bon niveau d'entrée pour les obligations. Maintenant, comme Martin a mentionné, on passe par une crise. On pense qu'on va passer par une crise ou par une récession. Les obligations, c'est une super bonne classe d'actifs à avoir dans un portefeuille pendant des crises parce qu'elle a tendance à bien performer. Par contre, pendant une crise, les taux de défaut augmentent. Donc, il faut faire attention au type des obligations qu'on a dans notre portefeuille. C'est pour ça que pour nous, il faut privilégier la qualité, donc les obligations, à savoir les obligations souveraines ou les obligations corporatives de bonne qualité qu'on connaît, le investment grade. Donc, de point de vue action ordinaire, on continue toujours avec la qualité. On voit de la valeur dans la qualité aussi. Et ça, on voit même bien dans ce graphique que le style qualité, c'est un style gagnant pendant les crises. Vous voyez ici, les crises sont représentées par les périodes en gris. Donc, pendant les périodes en gris, le style qualité, il surperforme l'indice monde. Donc, à chaque fois, la qualité, c'est le style qui fonctionne bien pendant la crise. Et ça, en grosse partie, grâce à la baisse des taux en général pendant les périodes de crise. Déjà, Martin, tout à l'heure, il nous a dit qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les banques centrales, ils sont arrivés à une pause. Donc, regardez, comme si on regarde l'historique, à chaque fois qu'il y a une pause, ce qui vient après, c'est vraiment la baisse des taux directeurs. Donc, pendant une baisse des taux directeurs, la qualité, elle surperforme. Aussi, la qualité sous-performe pendant la hausse des taux d'intérêt. Et ça, l'année dernière, on a vécu une année où les taux directeurs ont beaucoup monté. Donc, le style qualité l'année dernière n'a pas bien fonctionné. Et en fait, ça a créé de belles opportunités aujourd'hui dans des compagnies de qualité qu'on peut aller chercher à des valorisations très attrayantes aujourd'hui, d'où l'opportunité en 2023 pour ce style de stratégie. Maintenant, encore, vu qu'on s'attend à une crise et on s'attend à une récession, une façon de diminuer le risque dans un portefeuille, c'est de diversifier. Diversifier le risque, diversifier en investissant dans différentes classes d'actifs, comme les obligations, les actions, mais aussi diversifier de point de vue géographique. Et encore une fois, si on veut diversifier de point de vue géographique, il faut privilégier la qualité. Donc aujourd'hui, en Europe, on a vu l'Europe, que ce soit le Nord d'Amérique, l'Europe, on va passer tous les pays où tous les continents vont fort probablement passer par une récession, mais par contre, l'Europe a un vent de face de plus, c'est les prix d'énergie. C'est une crise d'énergie qui est là pour rester. Même si cette année, l'Europe s'est bien sortie grâce au fait qu'il n'a pas fait super froid cet hiver, c'est sûr que c'est une crise qu'elle va durer dans le temps. Donc, c'est pour ça que diversifier en dehors de l'Europe pourrait être une belle stratégie pour diminuer le risque du portefeuille. Nous pensons que le Canada, c'est un des marchés à vraiment considérer parce que c'est un marché qui offre des entreprises
entreprise de qualité. En fait, quand on parle d'une entreprise de qualité, c'est quoi déjà? C'est une compagnie c'est des compagnies qui sont rentables, qui ont une marge opérationnelle et brute élevée et qui sont croissantes dans le temps. C'est des compagnies qui ne sont pas endettées, beaucoup endettées, qui sont le moins endettées possible. Donc, si on regarde nos facteurs, nos facteurs de bonnes entreprises ou d'entreprises de qualité, le Canada par rapport à l'Europe, on voit qu'il y a une meilleure qualité d'entreprise au Canada en moyenne que en Europe. Donc, le Canada, pourquoi déjà le Canada, il a des compagnies de bonne qualité? Parce que le Canada a une spécificité, ou le marché canadien a une spécificité qu'on n'a pas ni en Europe, ni aux États-Unis. Et cette spécificité vient des secteurs oligopolistiques. C'est quoi un secteur oligopolistique? Un secteur oligopolistique, c'est des secteurs en général où le nombre de compétiteurs ou le nombre d'entreprises qui sont dans ce secteur est limité. Et en plus, ces entreprises-là ont tendance à dominer le marché. Par exemple, je vous donne un exemple. Au Canada, le secteur bancaire, c'est un oligopole où 6 banques elles détiennent presque 100% du marché. Donc, elles ont vraiment un fort avantage compétitif et surtout un pricing power. Donc, c'est un avantage de tarification qui est élevé et qui permet à ces compagnies-là d'être très rentables. Et déjà, on le voit bien ici que quand une compagnie elle est rentable, elle a tendance à distribuer des dividendes, et ces dividendes ils croient dans le temps. Et si on regarde la croissance des compagnies canadiennes, la croissance des dividendes des compagnies canadiennes, elle est à 8% par année, versus en Europe, on est à 4,2%. Donc, on voit bien qu'au Canada, on peut trouver des compagnies plus rentables qu'on peut trouver en Europe. Certes, en Europe, il y en a, mais en moyenne, les compagnies canadiennes sont des compagnies qui sont extrêmement solides et extrêmement rentables, surtout durant une crise. On a besoin d'être dans des compagnies qui peuvent faire face à une période difficile. Et déjà, on le voit même dans la crise sanitaire au début de l'année 2020, donc la première partie de 2020, toutes les compagnies en moyenne européennes ont baissé ou ont coupé leurs dividendes. Donc, par exemple, en France, on trouve que les compagnies en moyenne ont diminué leurs dividendes de moins 57%, alors qu'au Canada, c'était le seul pays où on voit que les compagnies ont continué non seulement à payer leurs dividendes, mais à augmenter leurs dividendes. Et ça montre la résilience du marché canadien. Déjà, comme Martin nous a montré au début de la présentation, le marché canadien l'année dernière était un des marchés qui a le mieux performé. Et ça, certes, grâce à l'énergie qui a bien performé l'année dernière, mais si on regarde aussi les compagnies de qualité qu'on a au Canada, ces compagnies-là, ils ont bien aussi performé comparé à d'autres compagnies du même secteur dans d'autres régions du monde. Donc, une autre opportunité où on voit vraiment de la valeur, c'est une opportunité, c'est une classe d'actifs qui est de conviction chez nous, chez Optimum, c'est les actions privilégiées canadiennes. Déjà, c'est quoi les actions privilégiées canadiennes? Les actions privilégiées canadiennes, c'est un peu c'est très similaire aux obligations juniors subordonnées perpétuelles que vous avez en France ou en Europe. En fait, les compagnies canadiennes ont tendance à émettre des actions privilégiées, alors que en Europe, c'est plutôt les obligations juniors subordonnées qui sont perpétuelles que les compagnies émettent quand elles veulent se financer. Donc, les actions privilégiées canadiennes, pourquoi, selon nous, elles offrent une belle opportunité en 2023? Tout d'abord parce qu'elles répondent au contexte d'investissement qui est actuel, à savoir, tout d'abord, les actions privilégiées donnent un rendement qui est très significatif, c'est entre 7 et 9% de rendement.
tout en étant émises par des émetteurs de très bonne qualité. Donc, si on regarde le marché canadien des actions privilégiées, les émetteurs des actions privilégiées, c'est des émetteurs qui sont triple B et plus. Et déjà, même si on regarde, plus que 60% du marché des actions privilégiées est émis par des émetteurs A. Donc, c'est des émetteurs de très, très bonne qualité et qui donnent un rendement très intéressant, même en ayant un émetteur solide. Aussi, il y a une spécification ou une spécificité aux actions privilégiées, c'est la protection de capital en cas d'augmentation des taux d'intérêt. Certes qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils ont augmenté, mais on reste toujours dans un environnement, l'inflation, on voit que l'inflation, elle est à la baisse, mais on reste toujours dans un environnement inflationniste et les actions privilégiées peuvent jouer le rôle d'une couverture contre l'inflation. Maintenant, je viens de vous dire que les actions privilégiées, c'est des émetteurs qui sont très solides, c'est les plus grosses compagnies canadiennes qui émettent les actions privilégiées. En même temps, le rendement, il est entre 7 et 9%. C'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est vrai, nous pensons la même chose, mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle il y a ce rendement très attrayant pour une qualité qui est une très bonne qualité, ça vient d'une dislocation du marché. En fait, le marché des actions privilégiées, c'est un marché qui a toujours été un marché plus de détail. Donc c'est un marché qui a été toujours moins efficient que le marché, par exemple, des actions ordinaires et le marché obligataire qui est plutôt un marché institutionnel. Donc, à la fin de l'année 2022, 2022-2021, pendant ces années, les actions privilégiées ont beaucoup baissé à cause de la peur dans les marchés. Tout le monde vendait les actions privilégiées parce que ils avaient peur d'une récession. Donc, on voyait que le prix a beaucoup baissé, alors que, comme on a dit tout à l'heure, les actions privilégiées ont tendance à bien performer quand les taux d'intérêt ont monté. Donc, l'année dernière, les taux d'intérêt ont beaucoup monté, mais les actions privilégiés ont baissé en prix, alors que ce n'était pas le cas toutes les années dans l'historique. Donc, c'est vraiment, on voit bien qu'il y a une vraie dislocation aujourd'hui et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une belle opportunité aujourd'hui dans les actions privilégiées parce que cette dislocation, c'est sûr qu'à un moment donné, elle doit se résorber. Donc, pour conclure, les opportunités de 2023, les obligations, et on reste dans la qualité, donc les obligations souveraines est bien notées. Le style qualité pour les actions ordinaires, aussi diversifié hors Europe, pourrait avoir ses avantages. Et les actions privilégiées canadiennes, c'est une classe d'actifs de conviction chez Optimum. Et déjà, nous sommes en train de lancer un nouveau fonds d'actions privilégiées canadiennes pour les investisseurs européens. Et donc, si cette classe d'actifs suscite votre intérêt, vous voulez savoir plus sur cette classe d'actifs, n'hésitez pas à communiquer avec nous et peut-être que vous seriez un de nos primo-investisseurs dans ce nouveau fonds. Donc, ceci conclut notre présentation aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Martin et moi, on reste ici pour y répondre. Merci Dora, merci Martin. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat ou dans le module Q&A. J'ai une première question une question qui vient de m'être posée. Janet Yellen a déclaré hier que les États-Unis n'étaient pas en récession car le taux de chômage est au plus bas depuis 53 ans. Êtes-vous d'accord avec elle? Bon, en fait, si je peux répondre à la question, c'est l'affirmation de Mme Yellen n'est pas tout à fait vraie parce que le taux de chômage aux États-Unis est effectivement un bas de 53 ans, mais historiquement, ça va être quand même très difficile d'aller beaucoup plus bas le niveau actuellement. Et ce qu'on sait, c'est que la récession, en fait, une récession, c'est déjà arrivé dans l'histoire. L'emploi, la création d'emplois, c'est un indicateur retardataire. Hein, donc, c'est pas un indicateur précurseur. Et c'est déjà arrivé qu'on est rentré en récession, entre autres aux États-Unis, et on créait encore des emplois dans l'économie américaine.
Ceci étant dit, une légère hausse du taux de chômage aux États-Unis, historiquement, une hausse de 0,4 %. Donc, actuellement, on est à 3,6 %. Si on augmentait à 4 %, ça serait suffisant pour amener l'économie américaine en récession. Donc, effectivement, la raison, l'économie américaine va relativement bien, mais de dire que le taux de chômage est bas et on n'aura pas de récession, c'est pas totalement vrai. Une deuxième question, plus sur la partie actions privilégiées canadienne. À quel rendement est-ce qu'on pourrait s'attendre pour le nouveau fonds d'actions privilégiées canadien? En fait, le fonds d'action privilégiée, il aura un rendement courant, donc de environ 6 à 7 %. Mais il faut savoir qu'aussi, il y a un potentiel de gain en capital, donc ça viendra en surplus. Mais on dira 6 % de rendement courant, plus le potentiel de gain en capital avec l'augmentation des prix des actions privilégiées. J'ai une autre question. Les marchés actions ont démarré l'année en hausse significative. Le sentiment de marché est-il trop complaisant? En fait, si je peux répondre, en fait, le sentiment de marché était vraiment négatif à la fin de l'année 2022. Donc, on est simplement, selon nous, retourné à un niveau un peu plus normal. En fait, on n'est pas dans la zone de complaisance, on est plutôt revenu en zone neutre du côté du sentiment de marché d'un niveau qui était extrêmement négatif à l'automne dernier, octobre, novembre l'an dernier. Ceci étant dit, je parlais de la courbe de taux. La courbe de taux a commencé à s'inverser en octobre 2022 et en général, c'est 12 mois plus tard le début de la récession. Donc, en fait, c'est un peu trop tôt aujourd'hui pour être sous-pondéré des actions quand on regarde l'histoire. Historiquement, si la récession démarre à l'automne, commence à l'automne 2023, les actions pourraient bien faire encore quelques mois. Donc, et il y a toujours l'espoir aussi actuellement, les marchés anticipent un atterrissage en douceur. On doute, mais c'est toujours possible qu'il y ait un soft landing, comme on appelle en anglais. Et si jamais la Réserve fédérale réussissait à faire un soft landing, de toute évidence, ce serait extrêmement positif pour les actions, entre autres. Donc, ceci étant dit, juste pour ajouter sur les actions, en fait, pour clarifier, l'an dernier, notre discours, en fait, ce qu'on présentait, c'est qu'on disait que le marché américain était trop cher. On privilégiait l'an dernier le marché canadien ainsi que le marché européen des actions. Et effectivement, on voit le marché américain a moins bien fait que le marché canadien, que le marché européen, mais c'est toujours vrai encore cette année. Quand on regarde les ratios cours-bénéfice ou price-earning des différents marchés, là, que ce soit le Canada, les États-Unis ou l'Europe, ce qu'on constate, c'est que le marché américain, il y a eu une hausse de 5 % en début d'année. Ça donne un cours-bénéfice, un price-earning de 18, donc c'est quand même pas, c'est relativement dispendieux, c'est pas une aubaine, le marché américain, avec la hausse qu'on vient de connaître, alors que quand on regarde le marché canadien et européen, les cours-bénéfices sont beaucoup plus bas, là, sont beaucoup plus attrayants. Donc, on continue à penser la même chose, on continue de penser que c'est mieux d'être dans le marché canadien et le marché européen dans des actions. Merci Martin. À ce stade, j'ai plus de questions dans le chat. Je remercie tous les participants de s'être connectés. Merci à Dora, merci à Martin pour leur présentation. Et on espère vous voir très bientôt, peut-être une fois en présentiel ou lors d'un futur webinaire. Merci à tous et bonne fin de journée.